Bonjour à tous, donc on va pouvoir débuter avec un petit peu de retard, mais c'est traditionnel, on va dire, dans ce genre d'événement. Donc, monsieur le doyen de la faculté de médecine de Grenoble est parmi nous, merci. Madame la présidente de la section des sciences de la rééducation et de la réadaptation du Conseil national des universités, monsieur le conseiller scientifique de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, mesdames, messieurs les présidents de syndicats ou leurs représentants, monsieur le président du Conseil national professionnel, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, je suis ravi de vous accueillir à Grenoble pour ce qu'on a appelé pompeusement le premier consortium de recherche en kinésithérapie. Alors, pour qui se prête-t-il, vous allez le dire, parce que des colloques et des congrès en kinésithérapie, il y en a déjà eu plein, de la recherche en kinésithérapie aussi, donc c'est pas le premier et c'est pas le dernier. Et vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Mais cette fois-ci, c'est la recherche en kinésithérapie au prisme de ceux qui l'incarnent, c'est-à-dire vous, qu'on a voulu organiser ce temps d'échange. Et du coup, pour nous, c'est ça la nouveauté, c'est plutôt que s'intéresser aux objets de la recherche en kiné. Et ben, il sera question plutôt de ceux qui la font, c'est-à-dire vous, et donc ceux qui font une communauté, donc un corps social et ses différentes composantes. C'est ça un petit peu l'objet des 2 jours. Dans les composantes d'un corps social, il y a les individus en premier lieu, donc le COREC, ça se veut avant tout un lieu de rencontre et d'échange, un temps qui va être fait pour nous. On va essayer dans les interactions au cours des 2 jours de voir quelles valeurs, quelles normes nous réunissent, quelles idées font de notre communauté, comment on leur donne vie. Et donc le programme est majoritairement organisé en atelier pour essayer de faire naître l'intelligence collective. Et il y a un temps de magistral, mais qui est en fait assez court là, cet après-midi. Et après, on va assez vite se retrouver en petits groupes pour échanger. Vous allez voir qu'on a prévu des brises-glaces pour faire connaissance, mais surtout, on a prévu un temps convivial ce soir. Et on sait tous que c'est dans les temps conviviaux que se font les congrès. Celui-ci ne manquera pas à cette règle. Au-delà des individus, il y a les institutions dans lesquelles nous évoluons, qui créent une communauté, et donc l'analyse des organisations, des structures qui nous accueillent, les moyens qui nous semblent légitimes de déployer, les stratégies à mettre en œuvre, les écosystèmes qui nous semblent urgents de développer, devront être abordés pendant ces 2 jours. Et donc, je remercie à ce titre les représentants de la section 91 du CNU et M. Courreau pour leur présentation, qui vont nous donner un peu une idée des institutions qui accueillent l'universitarisation et qui nous accueillent. Et c'est aussi la raison du choix des thèmes d'atelier. Donc, vous verrez que le travail sur les statuts devrait être un temps assez fort, duquel j'espère va émerger quelques propositions du groupe, et quand même de produire des propositions, et pas seulement d'échanger ces propositions qu'on pourra du coup peut-être porter, argumenter auprès des tutelles, pourquoi pas. Et enfin, au-delà des individus et des institutions, notre histoire, le passé collectif d'une société, son évolution, ses accomplissements, ses conflits, ses expériences, tout ça, ça contribue à façonner l'identité. Et donc, c'est le thème de notre 2e atelier. C'est quoi notre identité de kinésithérapeute quand on fait de la recherche? Et donc, c'est en cela que les rencontres nous semblent être une première, et on espère une première d'une longue histoire. Voilà. Donc, je vais passer, sans plus attendre, la parole au professeur Olivier Palombi, qui est le doyen de la faculté de médecine de Grenoble, qui accueille, plus qu'accueille, dont le département est membre. Voilà, quelques mots d'entrée. Bonjour à tous, monsieur le conseiller de la DGSI, madame la présidente du CNU, cher ami, je suis très heureux de vous accueillir ici au nom de la faculté de médecine, mais aussi au nom de l'université Grenoble-Alpes, dans des locaux qui sont un lieu totem pour les formations paramédicales. Ce bâtiment entier a été construit dans l'idée de former les professionnels de santé.
Les étudiants de médecine traînent un petit peu dans le premier cycle et font partie de ces étudiants, et toutes les autres professions paramédicales sont à l'intérieur de ce bâtiment. C'est un projet qui était assez visionnaire, des différents directeurs, présidents, etc., avec le partenariat de la région pour créer cet établissement qui a un caractère un petit peu unique en soi. Et on en est très fiers. Mais au-delà des bâtiments, il faut mettre des gens à l'intérieur, il faut que les personnes y travaillent. Et ce qui est important de dire aujourd'hui, même si vous avez beaucoup parlé de recherche, c'est quand même d'expliquer comment on a réussi à intégrer totalement la formation de kiné à l'intérieur de l'université. Ce n'est pas juste l'universitarisation des étudiants, c'est l'universitarisation de l'ensemble des enseignants, de l'ensemble du processus. Alors vous dire oui, vous avez réussi, c'est des contacts, comment ça s'est fait, etc. Alors je ne vais pas dire que c'était simple, mais la stratégie était simple. La stratégie, elle a consisté à dire, écoutez, la kinésithérapie, c'est une discipline dans laquelle on fait de la recherche, et dans laquelle on doit faire de la recherche. Et en tant que vice-président, quand j'ai été vice-président santé de l'université, c'est ces arguments-là que j'ai portés au niveau de l'établissement. Je n'ai pas dit il faut qu'on forme les paramédicaux, il faut. Bien sûr, on a envie de former tout le monde, etc. Mais l'université, intrinsèquement, si elle veut intégrer une nouvelle discipline, elle intègre une discipline qui fait de la recherche. Alors, j'ai été aidé à l'investissement de Nicolas, et surtout, j'ai été aidé par l'état d'esprit de l'équipe qui était déjà au sein de l'hôpital et qui était partie sur cette dynamique de développer et faire de la recherche. Donc finalement, le projet a pu être monté comme ça, l'université a pu adhérer encore plus facilement, et on a fait ce transfert. La région n'a pas opposé de difficultés. À aucun moment dans ce processus, même si c'est l'organisme payeur, elle était tout à fait confiante en l'université. Et au sein de l'université, il a fallu démontrer qu'on ne partait pas vers quelque chose qui allait nous faire perdre de l'argent et qu'on n'allait pas contrôler. Et maintenant qu'on a fait une année entière d'exercice, on a pu faire la preuve que cette intégration était viable sur le plan fonctionnel, sur le plan financier, et aussi en termes de formation d'encadrement. Et donc symboliquement, le fait de vous recevoir tous ici, puisque quelque part, c'est toute la France qui fait de la kiné qui est ici, alors j'exagère peut-être, mais au moins une grande partie, c'est très symbolique de vous recevoir ici, parce que c'est un peu l'aboutissement de cette démonstration que la kinésithérapie, c'est de la recherche. Alors, en même temps de cette approche-là autour de cette dimension recherche, qui nécessite beaucoup de travail. Hein. On sait tous que publier, développer une thématique, la porter, trouver des collaborateurs, c'est quelque chose qui est très difficile. Eh bien, on a voulu aller encore plus loin dans l'état d'esprit de ce département. Aujourd'hui, c'est un département à l'intérieur de l'école de médecine. C'est d'aborder la question de la formation continue. Mais pas l'aborder d'une façon moderne, et c'était d'autant plus facile pour moi que les personnes qui allaient s'investir sur ces questions-là ne connaissaient rien à l'université. Ils étaient imprégnés de rien, il n'y avait pas voilà. Après, ils se sont peut-être projetés en disant que tout était possible à l'université, il s'avère qu'il y a des règles aussi, mais globalement, quand même, on a un potentiel autour de la formation continue qui était beaucoup plus difficile à mettre en place au niveau du CHU. Et cette dynamique de formation continue, elle est excessivement importante sur le plan universitaire, et elle vient compléter la recherche puisqu'elle offre un cadre de formation sous forme de master, et de formation continue, et dans la communauté de la kinésithérapie, il y a un énorme besoin justement de faire cette formation continue et entraîner cette dynamique. Et ça fait la preuve encore une fois que l'universitarisation de cette discipline, c'est quelque chose qui a tout à fait son sens. Alors, on espère, et ça marche pour l'instant, même si les équipes sont énormément investies au-delà de ce que c'est prévu sur la dimension formation continue, mais il faut aussi garder un œil attentif sur ce qui est fait ici à Grenoble, et peut-être aider ou s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, mais la formation continue est un excellent moyen de dynamiser les équipes, d'avoir des sources de financement et d'avoir une certaine forme d'autonomie sur la stratégie, les centres d'intérêt de la clinique. Voilà. Je vais m'arrêter là, simplement pour je voulais faire ce témoignage-là. J'en profite pour remercier tous les enseignants, les 13 enseignants qui sont impliqués dans ce département. Voilà, moi j'ai beaucoup d'espoir, mais ils savent en fait qu'on va quelque chose qui va même presque devenir un exemple en soi, j'espère. Et je vous souhaite bon congrès, bons échanges entre vous, et voilà, bon congrès.
Merci beaucoup, professeur. On va passer maintenant la parole numériquement à quelqu'un qui n'a pas pu être là présent, mais qui souhaitait nous faire un petit mot. C'est notre président du Conseil de l'Ordre qui a enregistré une petite vidéo à l'attention des sponsors et tous présents aujourd'hui. Chers professeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse ce message pour ce premier consortium de la recherche en kinésithérapie, même si bien sûr j'aurais préféré être présente à vos côtés. Néanmoins, je sais que vos travaux seront très intéressants et Nicolas Pinceau s'en fera le relais, parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Vous savez qu'il est vice-président du Conseil national de l'Ordre et que je bénéficie vraiment de son éclairage en la matière. La matière étant la recherche en kinésithérapie, mais au-delà, l'université et tout ce monde académique auquel nous sommes très attachés. Comment vous démontrez l'intérêt que nous portons à la recherche? Je pense que les paroles, évidemment, sont importantes, mais les actes parlent pour nous, puisque ça fait de longues années que nous sommes engagés à vos côtés et que nous tentons de faire la promotion de tout ce qui est recherche en kinésithérapie et que nous tentons aussi d'accélérer le développement de notre discipline qui est encore très jeune et qui est encore perfectible dans son organisation au sein de l'université. Tout d'abord, ce sont 68 000 € que nous avons consacrés au prix de l'Ordre. Depuis 2014, nous récompensons les travaux de recherche, que ce soit des thèses, et que ce soit aussi des mémoires de recherche, avec un jury exigeant chaque année, des rapporteurs qui permettent de privilégier les travaux qui sont non seulement intéressants pour le développement de la profession, bien sûr, mais dont la qualité méthodologique doit être irréprochable. Ça, c'est la première chose. Outre cela, nous avons financé une thèse de doctorat avec leur propre chiffre. Nous avons également mis en place des appels à projets de recherche, et cela depuis 2020. Et depuis 2020, c'est quand même 339 432 € que nous avons consacrés à ces appels à projets. Donc, comme vous le voyez, les budgets sont conséquents. Nous faisons un véritable effort pour aider cette structuration et pour promouvoir le développement de la recherche en kinésithérapie. Ça, c'est le côté financier, travaux que vous faites et pour lesquels nous sommes en accompagnement. Évidemment, en parallèle, nous sommes très engagés auprès des pouvoirs publics pour essayer d'obtenir des pistes d'amélioration. Comment pratiquons-nous? Eh bien, ce sont des sollicitations de rendez-vous en permanence auprès des ministres, chargés de la santé bien sûr et chargés de l'enseignement et de la recherche, mais aussi auprès des parlementaires pour essayer de faire évoluer les dispositifs législatifs. Et nous avons une ambition assez importante, puisque nous aimerions avoir une sous-section de CNI, donc nous sommes vraiment à l'initiative de nombreuses demandes de textes et d'évolution de textes. Et en cela, je veux remercier Nicolas Pinceau qui est avec vous aujourd'hui, parce qu'il est vraiment une personne sur laquelle je peux compter et m'appuyer sur lui pour ses connaissances académiques, pour ses connaissances du milieu universitaire. Et je sais aussi que je peux compter sur les nombreux kinésithérapeutes engagés depuis longtemps avant mon discipline et qui nous remontent du terrain les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et eux, ce qu'ils voudraient aussi faire de la recherche en kinésithérapie, plus largement bien sûr en rééducation et en réadaptation, puisque j'ai bien compris que la recherche n'était pas isolément sur une seule discipline et qu'il y avait besoin de s'adjoindre les compétences d'autres disciplines. C'est en ça d'ailleurs que nous avons conclu un partenariat avec l'IRDES, puisque nous travaillons sur la démographie de la profession et qu'il nous semble que nous devons appuyer aussi nos travaux, bien sûr, sur des données scientifiques solides pour pouvoir étayer nos demandes auprès des pouvoirs publics. Je pense que j'en resterai là, que je vais vous souhaiter une belle journée d'échange. J'ai vu le programme et il est extrêmement intéressant. Et je sais qu'à chaque fois qu'on est ensemble pour débattre d'un sujet qui nous tient à cœur, on ressort en quelque sorte plein
plein de dynamisme et plein d'envie pour aller plus loin. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Donc, vous savez que vous pouvez compter sur votre ordre pour vous soutenir, pour appuyer vos demandes et pour œuvrer pour le développement de la recherche en kinésithérapie. Je vous souhaite une bonne journée. Je savais que cette vidéo m'a coûté cher. Donc, on va passer à la suite. On a réussi à être dans le timing en commençant en retard. On avait prévu de commencer en retard, l'anticipation. On va passer à la suite du programme. Et c'est Léo Druard qui est le principal artisan là, de ces deux demi-journées qui va vous le présenter. Mais j'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe qui a pu œuvrer à l'organisation de ces demi-journées, donc qui sont bien au-delà de Grenoble. Il y a Alexandre en haut qui est caché quelque part, je ne sais où, il est là. Voilà, Mathieu Guéman, Thomas Rulot qui n'a pas pu être là aujourd'hui mais qui a participé, Daniel Michon et une partie de l'équipe du département. Donc Léo, à toi la parole pour présenter un petit peu le menu du jour. Alors, je vais faire très rapide, comme ça on va même pas prendre de retard dès le début. Je voulais juste vous redire, comme Nicolas a précisé, l'objectif de la journée c'était avant tout de se rencontrer, mais d'échanger aussi. Et le programme est reflet, on a une partie plénière qui va démarrer bientôt, et après la journée va se composer d'ateliers pendant lesquels vous allez travailler. Et puis avant de passer à la suite, je voulais aussi vous présenter un peu les résultats. Et souvent, en recherche, on a l'habitude de commencer les résultats par la présentation de l'échantillon. Du coup, je vais vous présenter un peu l'échantillon que nous avons aujourd'hui. On a plusieurs personnes en visio avec nous, on a au moins plus de 70 personnes inscrites. Et pour les gens, ils voulaient vraiment avoir un échantillon hétérogène. Et sur ce plan-là, c'est une réussite. On a de tous les âges, du tout début de la vie à plus âgé. On a de toutes les diplomations, on a plein de personnes qui ont déjà leur HDR, on a des gens qui ont déjà thésé, des gens en cours de réalisation de leur doctorat, et des personnes qui ont déjà leur diplôme de master. Au niveau du coup du sexe ratio pour notre échantillon, on est sur du 45%, 65%. Et surtout, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de voir la répartition géographique des personnes, puisqu'on voit au final qu'on a des gens qui viennent vraiment de toute la France, on a même des gens qui viennent de la Réunion, mais ça ne rentrait pas sur la carte de la diapositive. Et donc, à ce titre-là, j'ai déjà l'impression que ça aura permis, on peut déjà voir qu'il y a une certaine réussite à ce plan-là, et j'espère que les ateliers vous plairont, et qu'à la soirée conviviale, on aura l'occasion d'encore plus échanger. Et donc, du coup, maintenant, ce qui nous est réservé dans la suite du menu, c'est donc une session plénière, pour laquelle, du coup, je vais laisser Nicolas Pinceau vous présenter nos invités. Pour débuter, je vais demander au professeur Tignol de nous rejoindre, qui va se présenter toute seule. J'imagine que ça évitera que j'oublie une des nombreuses fonctions. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci de proposer cette thématique et qui, je pense, émerge dans la tête de nombre d'entre vous et au moins avoir les réponses. En tout cas, j'espère pouvoir vous les donner en tant que présidente du CNU 91. Alors, je suis en effet présidente de ce CNU, mais je suis orthophoniste de formation initiale. Je suis professeure des universités depuis 2016 désormais. Je peux mettre Nadia peut-être c'est toi qui la mets? Non, elle est là-haut. Donc c'est parfait. Donc je suis orthophoniste de formation initiale. Je suis directrice du département d'orthophonie Île-de-France, donc le département Paris Intramuros, qui est le seul de l'Île-de-France pour le coup. Et j'ai moi 120 étudiants par promo de 50 et 600 étudiants. Je suis 100% U, puisque je suis à l'université, Sorbonne Université, mais j'ai eu également 20% en tant qu'orthophoniste clinicienne au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On en reparlera sur une partie clinique, je pense que ça peut émerger. Et puis je suis donc dans ma partie recherche se fait dans un laboratoire INSERM, neurophysiologie respiratoire. Donc voilà pour mon pédigré. Je suis là pour vous parler de la section CNU 91 qui vous intéresse tous, les rééducateurs en l'occurrence.
Cette section a été créée en 2019. Nous avons été 6 nommés directement par Isabelle Richard, conseiller d'État à l'époque. Donc, ce conseil, qui est l'instance nationale en charge pour les enseignants-chercheurs, a des missions spécifiques, que sont la qualification, le recrutement, et puis le suivi de carrière de tous les qualifiés, puis en poste ensuite. Le CNU est divisé en sections et en sous-sections, et nous sommes, à ce jour, où nous appartenons au sein d'une section santé. Nous sommes la 91e. Les 3 sections qui ont été créées en 2019 sont 90 maïeutique, 91 sciences de la rééducation et de la réadaptation et 92 sciences infirmières. Depuis 2019, nous sommes toujours 6 membres élus au sein du bureau, 4 nommés et 2 élus. Alors, vous retrouvez tout évidemment sur le site du CNU. On va faire étape par étape ce à quoi renvoie cette section. D'une part, on est 3 rangs A, c'est-à-dire des professeurs ou assimilés, à savoir un directeur CNRS qui n'est autre que Jean-René Casalet sur l'Université de Bordeaux, Anaïque Perrochon qui est APA et qui est à l'Université de Limoges et en collège B, donc je suis orthophoniste. Au collège B, il y a une nouvelle recrue qui arrive, qui est Jessica Tallet, qui est psychomotricienne et qui est à l'Université de Toulouse. Il y a Stéphanie Borel, qui est également à Sorbonne Université, qui est orthophoniste, et Jean-Philippe Rénaud, que vous connaissez, qui est kiné et qui est à l'UPEC. Voilà les membres du bureau. J'en assure la présidence, j'ai été élue au mois de mars. Anaïque est vice-président et le premier assesseur est donc Jean-Philippe. Nos 3 critères pour les qualifications, que ce soit LCF, P ou professeur, c'est l'ancrage dans la discipline. C'est très important. On vous demande dans le fascicule de décrire en quelques lignes votre ancrage dans les sciences de la réadaptation et de la rééducation. Pourquoi? Parce que 91 ne veut pas dire la section CNU des paramédicaux. Il peut y avoir des non-professionnels professionnels de santé au sein de cette section, comme dans d'autres sections. La production scientifique est primordiale dans la discipline, au même titre que l'expérience d'enseignement dans la discipline. Exemple concret, je ne suis pas mariée avec orthophoniste qui est autre, je suis neutre de tout cela, pour ceux qui me connaissent, et je ne suis absolument pas ortho. Exemple concret, une collègue ortho n'a pas été qualifiée en 91. Elle avait un cursus fort intéressant et qualifiée en 69 dans les sciences parce qu'elle travaillait énormément sur les corrélations anatomo-cliniques et en imagerie. Elle n'était pas suffisamment jugée en réadaptation et rééducation. Elle n'a pas été qualifiée en 91, mais elle est qualifiée en 69. Pour une qualification, donc, qui a fait ces qualifications cette année? On aura dans les dossiers. On n'a pas pu les extraire, on pourra les extraire à partir du 27 novembre. Et vous avez jusqu'à mi-janvier pour donner tous vos documents supplémentaires. Donc pour les qualifs de maître de conf, il est attendu 64 heures d'enseignement dans la discipline. Et de façon assez rigoureuse, on vous demande 2 articles publiés, Q1, Q2, dans la référence Cimano, en premier ou deuxième auteur. Pourquoi avons-nous pris Cimano? Alors, la réunion de départ avec les 6 nommés, on ne se connaissait absolument pas, mais on a eu vraiment la même envie et la même motivation. En l'occurrence, nous étions avec France Mouret, qui avait la présidence jusqu'à son départ en retraite en août l'année dernière. Et il était convenu que nous voulions des bases solides, de manière à ce que cette section tienne la route et soit pérenne. Et donc, vu l'hétérogénéité de nos formations d'une part, et de nos accès en laboratoire de recherche et publication d'autre part, nous ne pouvions pas nous appuyer uniquement sur les impact factors. Si on prenait cette notion-là, les manips radio, on y pouvait, même vous qui êtes sur certains domaines, vous pouviez être dans des revues à plus de 10-15 d'impact factors, tandis que d'autres formations, pour ne pas les citer, plutôt sciences cognitives et sociales,
peiner à arriver à des impacts à 1,8, 2 maximum. Donc, on n'était vraiment pas sur les mêmes taux d'égalité. En revanche, on a pris la base Simago et nous avons pris les quartiles. Et nous avons estimé que Q1 et Q2, premier et deuxième quartile, étaient une référence. Voilà comment s'explique ce choix. Pour les fonctions de professeur, il est donc demandé 192 heures d'enseignement et l'habilitation à digérer la recherche forcément, avec 10 publications indexées dans Web of Science et là encore, Q1, Q2, avec 7 articles en premier auteur, 3 en dernier auteur, des collaborations nationales ou internationales. Il n'est pas précisé qu'une mobilité est attendue, mais elle est bienvenue. Et surtout, c'est une audition. Nous sommes dans une section santé et les candidats aux fonctions de professeurs des universités ont une audition avec un tirage au sort d'un sujet transversal sur toutes nos formations paramédicales et conception d'un cours à partir de cette thématique avec le support que vous avez dans un temps imparti. Alors, ne la prenez pas pour argent comptant, cette date-là, elle est supputée. En tout cas, c'est la date que nous avons à ce jour tous commune. Il est fort probable que ceux qui soient retenus pour l'audition passent leur audition le 19 février et ça sera sur Paris. Les résultats, les attendiez, les voilà. Donc, depuis 4 ans, nous avons eu la première année 60 dossiers expertisés. La première année 60 dossiers à expertiser. C'est Jean-Philippe qui a fait tous les tableaux parce que nous sommes dans un légèrement moins en 2021 et puis on a eu une perte sur les 2 ans qui sont les 2 dernières années. Pour les LCF, comme pour les PU, on perd 50% entre 2020 et 2023. Alors ça s'explique très simplement dans les dossiers. Il y en avait beaucoup, et je pense que certains d'entre vous étaient dans ce cas-là, qui attendaient que cette section arrive pour pouvoir justement faire cette qualif. Elle est arrivée et on attendait le rebondissement. Au niveau des représentations par formation, vous êtes très nettement représentés, puisque plus de la moitié sont des kinésithérapeutes, et puis des orthophonistes, des orthoptistes, des ostéopathes, des podologues, des psychomotes, des stats, des audioprothésistes, et puis des ergothérapeutes et autres. Alors ça, c'est sur les qualifs. Je n'ai pas tous les chiffres à ce jour, puisqu'on est en train de le demander, mais on a voulu voir la correspondance avec les nommés et les postes créés. Pour les postes à ce jour, il y a beaucoup plus de postes d'orthophonistes qui ont été créés. Alors, est-ce que ça s'explique par l'universitarisation initiale? Certainement, puisque il y a à peu près une vingtaine 19 postes qui ont été, qui sont pour des orthophonistes LCF. On est 7 PU à ce jour, plus une directrice de CNRS. Et donc, il y a plein de postes également à pourvoir. De plus en plus, chaque année, oui. Alors, les spécialités, je vais vous le dire, il y a orthophonie, il y a kiné, avec des surprises, puisque nous avons aussi bien en orthophonie, en kiné, en audio, des postes qui n'ont pas été pourvus au sein des universités, donc qui seront reproposés pour les années à venir, soit au fil de l'eau, soit reproposés l'an prochain. Pour ma part, là, je suis déjà sollicitée pour 5 postes maîtres de conf en orthophonie 2024, 3 postes de kiné, MCF et un poste de PU kiné. Pour la promotion 2024, c'est sûr qu'ils sont actés et qu'ils vont s'ouvrir ceci. Pour la promotion 2024, vous faites partie certains qui ont levé la main, eh bien, il y a eu 59 dossiers qui ont été déposés pour la qualité de maître de conf et 5 dossiers de PR. Ce qui est très intéressant, j'en ai discuté avec M. Courant sur le temps qu'on a eu ensemble, c'est qu'on a des très très jeunes, c'est-à-dire que là, la moyenne d'âge, elle est 37 ans pour les maîtres de conf, elle est 43 pour les PU.
on a des très jeunes qui sortent là et qui ont fait leur thèse d'emblée et qui candidatent. Donc là, on a un rajeunissement et avec des personnes qui envisagent directement une carrière d'enseignant-chercheur. Donc on va changer la donne pour en discuter volontiers. Nos missions, CLU, il y a la qualif. Cette qualification, vous verrez pour ceux qui l'ont cette année, pour ceux qui l'ont déjà suivi, ce sont 2 rapporteurs qui donc évaluent votre dossier. Et nous avons une réunion plénière où nous discutons, enfin au final, de la qualification. Si vous rentrez dans tous les ancrages, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème et la qualification est avérée, où on vous demandera d'approfondir ou l'enseignement ou la publication. En tout cas, il vous sera demandé de redéposer votre dossier. Pour cette qualification, il est accordé pour 4 ans. Donc, pendant ces 4 ans, il faudra candidater cette fois-ci sur les postes ouverts pour pouvoir rentrer au sein de l'université. On a également le suivi carrière. Le suivi carrière, nous avons des primes, la RIPEC 1, 2 et 3. La RIPEC 1 est pour tous les universitaires, donc c'est une prime qui est allouée sur nos salaires tous les mois, qui augmente de façon intéressante. Et puis la RIPEC 2, eh bien, c'est en fonction de nos engagements et de nos travaux, on va dire, pédagogiques. Et la RIPEC 3, c'est sur notre activité de recherche. Et là encore, on est évalué par le CNU sur nos publications, par nos pairs. Et donc, on vous évalue sur vos productions, sur vos investissements, qu'ils soient au sein de votre université, au sein de vos travaux. On peut aussi juger et avoir à évaluer les avancements de carrière. On peut demander à passer d'une classe 2 à une deuxième classe à une première classe. On peut demander les échelons. Et bien, ça passe également par le CNU et on a à évaluer vos dossiers. On peut évaluer vos CRCT, vos congés de recherche, congés temporaires. Donc là, on peut être amené à évaluer votre candidature pour partir 6 mois, 1 an, au sein d'une autre structure universitaire internationale. Et donc, alors pour les postes PAST, professeur associé, qui est un poste un peu bidon, j'ai eu, donc je peux en parler, qui n'a rien d'élogieux système titre, et surtout qui est valable 3 ans, pérenne, enfin pas forcément pérenne, renouvelable 3 ans. C'est, on va dire, le tremplin pour pouvoir avoir le poste derrière, parce que généralement c'est souvent un poste PAST qui est transformé en poste MCF au sein des universités. Mais certaines CNU évaluent les candidatures au poste PAST. En tout cas, nous, on a été sollicités pour des PAST pour savoir si ils avaient le statut pour pouvoir être eu une bonne fois pour toutes. On peut participer largement au COS, donc au recrutement des futurs universitaires, maîtres de conf ou professeurs des universités. Il y a généralement 1 ou 2 membres de la section CNU dans les COS, dans les jurys. Et donc, je vous conseille de vous référer vraiment aux attendus qui sont tous listés sur notre section CNU dans le site directement de Galaxy CNU. Pour les participations au COS, c'est important parce qu'on peut avoir quelques surprises. On est jeunes, 4 ans d'existence, mais on tient à être extrêmement vigilant. Et la diapo résume plein de choses. Donc, arrêtons certains préjugés. Le premier, c'est les postes sont-ils fléchés ou dit à moustache. Je ne vais pas candidater parce que je sais que le poste est pour un tel ou un tel. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Il y a des candidatures qui arrivent et le poste fléché peut être mis en bataille parce que le candidat peut être meilleur, ce qui est arrivé. Sachez que dans les jurys, il y a des candidats, il y a des membres internes à l'université et des membres externes, et que le poids des votes peut faire basculer. Il y a aussi des postes qui sont malheureusement infructueux et qu'on a du mal à passer.
Ça a été le cas cette année pour au moins 3 postes de maître de conf et un poste de PU. Alors, infructueux, soit parce que les candidats ne répondent pas à la fiche de poste, ça c'est tout à fait louable, soit parce qu'il y a vraiment une aberration, des choses qui sont juste impossibles. Et puis, ça a été une première expérience puisque je venais de prendre mon mandat de présidente et ça s'est passé 3 semaines après mon élection. J'ai participé en tant que membre du CENU à un COS et j'ai soulevé une irrégularité de procédure. Eh bien, j'en ai averti le bureau, on s'est réunis et on a fait un courrier et le COS a été annulé. Le poste a été annulé, donc il faudra recommencer avec une irrégularité de procédure manifeste émanant de l'université. Alors, grande discussion aussi sur le corporatisme. On flèche un poste parce qu'on veut un kiné dans une école de kiné, une orthophoniste dans une école d'orthophonie. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Et force est de constater qu'on a des candidats qui n'ont pas du tout l'étiquette attitrée et qui sont brillantissimes et qui ont eu de grandes compétences et qui peuvent être à ce moment-là retenus. Comment intégrer la CNU 91 ? Eh bien, d'office, lorsque vous qualifiez et que vous êtes nommé, répondez à une fiche de poste fléchée, cette fois-ci 91, vous êtes d'office en 91. Mais si vous êtes déjà maître de conf en STAPS, en bioméca, je ne sais pas, généralement c'est un peu votre domaine kiné, eh bien, vous pouvez demander votre transfert directement par mutation en faisant un courrier à votre université et en votre doyen et à vos gestionnaires et demandant la mutation de votre section au sein de la section 91. Alors, c'est important, les modalités, je vous ai expliqué, elles sont basiques, mais c'est important parce que grâce à ce nombre important au sein de la section, à ce jour, nous sommes 42 dans la section 91, mais on n'est pas un contingent suffisant pour pouvoir avoir des pourcentages accordés pour l'avancement, pour le CRCT. Voilà. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux de manière à être un réel poids au niveau des instances. Alors mes recommandations, c'est de déposer un dossier si vous envisagez vraiment une carrière d'enseignant-chercheur. Avoir une thèse ou une HDR, ne pas avoir un statut universitaire derrière, je ne comprends pas. Ne pas hésiter à candidater, quel que soit le site géographique ou le profil de poste. 1, c'est une expérience non négligeable. Ça vous permet déjà de vous tester par rapport à un jury. De 2, vous pouvez être classé, et c'est un point supplémentaire pour vos futures candidatures, si vous êtes classé 2 ou 3 à un COS et que vous candidatez l'année d'après, eh bien c'est un élément positif à mettre dans votre dossier parce que vous avez déjà été retenu et en plus classé. Ok, frustration de pas être premier, mais c'est la voie de le meilleur et pour les raisons qui sont sur la fiche de poste. En revanche, sachez que si vous êtes classé 2 et que le candidat 1 a candidaté à plusieurs postes, parce que ça se passe comme ça, s'il choisit une autre université que celle dans laquelle vous êtes classé 2, vous devenez automatiquement numéro 1. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à candidater, quel que soit le site géographique ou le profil de poste. Évidemment, ça sous-entend un déménagement potentiel derrière, mais sachez que vous allez quand même. Et point non négligeable, et ça je suis assez intelligente là-dessus, quand vous candidatez, quand vous allez sur un poste avec une fiche de poste, vous avez la partie enseignement et la partie recherche qui est déclarée et précisée. Préparez votre projet d'intégration, vous pouvez appeler, il y a toujours les coordonnées qui sont listées, le laboratoire d'accueil, la composante, et montrez votre investissement dans ce profil de poste et ce projet d'intégration. On a eu, dans les premières années, on va dire, les candidats, quelle que soit la spécialité, qui sont présentés parce qu'ils étaient sûrs d'être pris, le poste était vraiment
Un projet d'intégration vraiment minime, bon, ça passera plus du tout. Il faut vraiment répondre à toutes les tâches. Et donc, j'en termine avec ma profession foi, entre guillemets. On a voulu cette création avec vraiment des fondations solides, des vraies valeurs, de façon à ce que ça puisse se bâtir de manière saine, sereine, fiable. Et je pense qu'on est parti pour avoir de très beaux dossiers. Et certainement une belle recherche paramédicale, j'aime pas ce terme, il faut en tout cas une recherche efficace, fiable et avec des vraies valeurs qui sont désirées pour tous et par tous. Merci de votre attention. J'ai un peu plus de 5 minutes de questions pour ceux qui le souhaitent. On va faire une autre question pour Peggy et ensuite on aura l'occasion de... Parce que du coup, peut-être que cette présentation va se mettre en perspective aussi avec celle du professeur. C'est des questions. Pas de questions. Il n'y a pas de questions. Moi j'en ai. Bon, alors tant mieux. Allez, vas-y. Alors, un peu répondu partiellement sur, par exemple, les suivis de carrière. Il y a des contingentements. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont données par les ministères en disant voilà. Alors, oui, on a en effet des gens qui sont pro-coupables, d'autres qui ne le sont pas. C'est dur, mais c'est la réalité du terrain. Donc, on a des listes déjà. Et après, on a en effet des contingents avec le nombre de. Alors, à ce jour, on n'en a pas. Donc, voilà, ça fait 4 ans, à ce jour, on n'a pas d'argent. C'est pour ça qu'il faut être plus nombreux pour pouvoir être un poids. Deuxième chose que je n'ai pas dite, mais que je peux ouvertement placer là, c'est qu'il y a la CP, donc j'ai participé à la CPCLU. Jean-Philippe était à une grande route de toutes les CLU, la commission principale, qui avait pour mot d'ordre et ordre du jour le local et le national. Donc nous, on vous évalue au niveau national, mais sachez que tous décident avant tout en local. Donc votre diversité de tutelle est très importante. C'est-à-dire que pour l'avancement, le CNU peut voter un avis favorable, l'université peut ne pas l'avoir favorable. Et vice-versa. Bonjour, merci pour votre présentation. En local, chez nous, on s'est posé la question de la création d'un poste et finalement, il y a plusieurs règles. Soit c'est l'université elle-même qui décide de créer un poste, de transformer un poste universitaire vers un autre en 91, soit certains doyens des médecines espèrent avoir des postes qui soient fléchés au niveau national. Des demandes ont été faites, par exemple, l'année dernière avec des refus. D'autres postes sont arrivés et finalement n'ont pas eu de candidat. Donc ma question c'est, est-ce que vous savez finalement, est-ce qu'il y aura des postes qui sont fléchés au niveau national, qui sont à disposition pour aider cette université, ou finalement est-ce que c'est la politique locale qui doit aider plutôt qu'une politique nationale? Alors, elle émane avant tout du local, c'est-à-dire que si l'université veut ouvrir le poste, il faut qu'elle le demande et qu'elle ait le financement ad hoc. Après, il y a énormément d'universités qui nous ont contactés en disant il y a eu des soucis de temporalité parce que ça rentre aussi dans la révision des effectifs au niveau de la faculté de médecine, puisqu'on est tous sur un département ou une composante de la faculté de médecine. Donc, c'est deux éléments qui sont concomitants. Peut-être que M. Pro, vous allez en parler. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est souvent, ça a été souvent abordé. Donc, il faut vraiment que l'université, déjà, d'une part, soit acteur principal du désir et le financement. Soit sur la transformation des postes, comme j'ai dit, il y a beaucoup de postes de passe qui ont été transformés directement, et ça, c'est l'université d'emblée. Soit des transformations de postes existants. Moi, je sais que dans mon université, il y a 3 postes qui ont été créés. Une transformation d'un poste là, et puis il y a eu le départ en retraite d'un MCU PH et qui a été directement transformé en MCU U. Donc on est en concurrence
concurrence avec des... On est à la révision des effectifs. Voilà. On est, oui. Voilà. Je vous propose qu'on écoute le professeur Courreau, puisque par exemple cette question, je pense, aurait pu concerner. Non, justement. Non, pas forcément. Je suis étonnée que personne n'ait parlé sur la bi-appartenance. Mais bon, Mais ça va venir, ça va venir. on verra tout ça ce soir, je pense. Ça va venir. Je voulais dire tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de m'avoir invité aujourd'hui à votre réunion. Je vais parler au nom de professeur Christina Mirati, qui a été chargée par les deux directions, la direction d'enseignement supérieur et la direction de l'offre de soins, donc le MESR et le MST, d'une mission sur l'universitarisation, donc vous devez en avoir entendu parler. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, donc je vais essayer de la remplacer au mieux. Donc cette mission, qui a été lancée il y a à peu près 1 an, a fonctionné au sein d'un groupe de travail dont la composition est illustrée ici. Donc d'abord, bien sûr, il y a les directions des 2 ministères et il y a des représentants en fait de l'ensemble des partenaires qui participent à ce processus d'universitarisation, qui a commencé, vous le savez, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Les premières discussions, c'est 2009-2010. Donc il y a évidemment France Université, qui représente l'ensemble des universités françaises, la conférence des doyens des affaires de santé, les ARS, les hôpitaux. Il y a la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge est donc à des IFSI, de l'Institut de formation infirmier, et il représente un peu les IFSI privés. Il y a l'ANDEC qui représente les instituts de formation paramédicale, les étudiants représentés par la FAGE, et puis 3 personnalités qualifiées qui connaissent bien le sujet, donc Béatrice Javot, Sébastien Colson et Emmanuel Carton. Donc la réflexion, elle est très très transversale. L'idée, vous savez, tout ce qui concerne le rapprochement des formations paramédicales de l'université, c'est un domaine assez complexe, avec des hétérogénéités en fonction des formations, en fonction des sites, la place des régions, etc. Donc il y a vraiment un nombre de paramètres très importants, et l'idée, c'était d'essayer d'avoir une réflexion le plus transversale possible, pouvant aboutir à des recommandations qui intéresseraient l'ensemble des professions paramédicales, et donc sortir du traitement de la question en silo au travers des préoccupations de chacune des formations. Donc ce groupe de travail, donc, et cette mission, avait trois grands objectifs. D'abord, comment intégrer, ça a commencé, mais comment vraiment mieux intégrer les formations des paramédicaux dans le système universitaire. Et on va voir que l'une des recommandations qui est maintenant acquise, c'est que la diplomation soit systématiquement au niveau de l'université, que ce soit le président de l'université qui délivre les diplômes. Donc, il s'agit d'abord de reconnaître, évidemment, au travers de cette diplomation, les études effectuées, les compétences acquises. Il s'agit de réfléchir à des évolutions éventuelles des ingénieries pédagogiques, et en particulier, on va en parler un tout petit peu, donc tout ce qui concerne le regroupement des compétences, donc des domaines de compétences. Réfléchir aussi, et ça c'est un enjeu, vous le savez, majeur, c'est la poursuite d'études, dans le cadre effectivement du LLD, et puis aussi le fait d'être universitarisé, ça ouvre plus facilement à l'international du fait des liens et de la reconnaissance internationale des universités. Donc c'est le premier objectif. Le deuxième, vous le savez aussi, et ça c'est très important, le rapprochement des universités, ça doit permettre
de développer la formation à la recherche. Et donc, c'est votre préoccupation collective aujourd'hui, si j'ai bien compris. Donc, il s'agit d'abord de construire les référentiels de formation pour permettre l'acquisition des compétences nécessaires pour avoir une activité de recherche. Il s'agit aussi, et on vient d'en parler, de déployer un corps d'enseignants-chercheurs qui, par définition, donc, ont une activité de recherche dans leur statut. Et ça, on vient de le voir, c'est en cours. Et je dirais un tout petit mot de où on en est de la réflexion. Et puis, ça c'est important, c'est une préoccupation qui est apparue un peu plus récemment, c'est qu'il n'y ait pas de coupure. Le fait de devenir enseignant-chercheur n'entraîne pas une coupure avec l'activité de santé, de manière en particulier à pouvoir alimenter la recherche plus clinique, la recherche donc en santé. Vous savez que la solution, enfin, je vais en parler dans une diapo suivante, je ne vais pas perdre du temps ici. Et puis le troisième point, qui n'est pas négligeable, et les étudiants y sont extrêmement sensibles, c'est de conférer aux étudiants dans les formations paramédicales les mêmes droits que les étudiants donc, de l'université. Donc les objectifs sont précis, mais évidemment, c'est un champ assez large de réflexion. Donc pour travailler dans le sens de ces trois objectifs, la mission a identifié 4 sous-groupes, sous-termes. Tout ce qui concerne ce qu'on appelle le volet conventionnel, c'est-à-dire la relation entre les partenaires qui sont impliqués dans les formations. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est la diplomation et l'ingénierie pédagogique. Le troisième, c'est la recherche et l'encadrement, ou l'encadrement et la recherche, c'est-à-dire développer la recherche, on vient de le voir, c'est aussi monter en puissance pour créer des postes d'enseignants-chercheurs. Et puis tout le volet, donc droit des étudiants. Alors je vais pas évidemment traiter à fond tous ces sujets, d'abord parce que, bon, une question de temps, mais aussi parce que le travail est en cours et que le groupe de travail, la mission continue pour les mois à venir et qu'on est au milieu du gué, mais il y a pas mal de choses qui avancent et il y a quelques résultats déjà obtenus dont je vais vous parler. Alors les aspects conventionnels, l'idée, c'est d'arriver. Vous savez donc mieux que moi que les formations paramédicales ont des statuts en termes institutionnels différents. Il y a des formations paramédicales qui sont complètement universitarisées, qui sont universitaires même, tout simplement, comme l'orthophonie, l'audioprothèse ou l'orthopsie, que d'autres donc sont des formations qui sont associées à l'université au travers de conventions et que la diplomation est une diplomation santé, que dans ces formations donc, qui aboutissent à des diplômes de santé, il y a des formations publiques, il y a des formations privées, il y a des formations qui sont très proches des universités en termes opérationnels et d'autres qui sont beaucoup plus éloignées. Donc il y a une très grande diversité et la réflexion, c'est d'arriver à proposer un modèle conventionnel qui soit applicable à l'ensemble des formations paramédicales, avec la simplification que on va le voir dans un instant, que dans le projet devrait aboutir à la généralisation de la diplomation universitaire. Ça veut dire que l'université sera responsable de l'ensemble de la délivrance des diplômes. Donc ça change quand même le cadre, ça rend les conventions en tout cas différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc on a eu à traiter un peu en urgence ce problème de convention avec une formation paramédicale, donc la formation IBOD, donc les infirmières de bloc opératoire, pour lesquelles il fallait cette formation a été restructurée et c'est la première formation où il y a eu un transfert de diplomation santé vers diplomation universitaire. Donc depuis la promotion qui est rentrée l'année dernière, donc il va avoir son diplôme à la fin de cette année,
c'est l'université qui va délivrer le diplôme. Donc, il fallait changer les conventions, et une réflexion qui a duré toute l'année universitaire dernière. On a abouti, donc il y a la problématique entre CHU, région et université, et on est réussi à proposer un cadre conventionnel qui a été transmis aux universités, donc c'est un cadre bien sûr, et les universités ils sont en train, il y a encore pratiquement toutes les universités nous ont remonté donc des projets de convention pour que la formation fonctionne correctement dans la nouvelle situation de diplomation universitaire. Et on est en train là on va donc accréditer les universités, puisque à ce moment-là, c'est les universités qui sont accréditées pour délivrer le diplôme. Donc cette convention cadre pour les IBOD, elle va servir de modèle pour les autres formations paramédicales, bien sûr probablement avec des adaptations, mais le cadre général, il y a eu un accord entre entre les universités et les CHU. Les régions sont un petit peu plus hésitantes, mais on pense qu'on va arriver à les emporter dans le mouvement. Donc ce volet conventionnel était vraiment très très difficile, enfin, vous pouvez l'imaginer, parce qu'évidemment il y a les flux financiers dedans, et donc les conséquences peuvent être importantes. Sur le volet encadrement et recherche, je ne vais pas dire grand-chose sur la réingénierie et la façon de construire les formations pour permettre une vraie formation à la recherche, et si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Je vais insister, enfin, sans donner les résultats, insister sur le fait que sur l'évolution donc des statuts donc dans la création de nouveaux postes d'enseignants-chercheurs, mais aussi l'évolution des statuts des formateurs qui ne sont pas universitaires, l'évolution aussi des statuts des directeurs d'instituts. Toutes ces questions ont été donc confiées à une mission IGAS-IGSR qui a terminé ses travaux au mois de juillet, qui les a donc transmis aux deux cabinets. Donc le rapport n'est pas encore public, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, simplement que vraiment il y a eu un travail énorme fait par cette mission. Ils ont consulté vraiment un nombre extrêmement important de partenaires et que les propositions sont vraiment fortes. Pour réaliser les recommandations, après les ministères décideront s'ils suivent toutes les recommandations, mais il faudra probablement un niveau législatif, parce qu'il faut changer les statuts. Et alors, un point sur lequel il y a, semble-t-il, je crois, je ne vais pas divulguer des décisions en avance des ministères, mais quand même, tout le monde est à peu près d'accord pour penser qu'il faut aller vers, vous le savez, un statut bi-appartenant, entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas qu'il y ait à la fois donc, dans le statut les missions universitaires, mais aussi une mission de soins, probablement pas de type hospitalo-universitaire avec un volet uniquement hospitalier, mais plutôt calqué sur le statut des professeurs de médecine générale, c'est-à-dire la possibilité d'avoir l'exercice de santé en ambulatoire, hors hospitalier. Le volet droit des étudiants, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux répondre à vos questions. C'est en cours, ça a beaucoup avancé, et l'objectif est très clair, c'est de conférer aux étudiants des droits identiques à ceux qu'ont les étudiants de l'université. Donc il y a toute une série, il y a les ressources de l'université, les bibliothèques, le numérique, le CRUS, les bourses, tout ça est en cours, est pas mal avancé, donc ça continue. On a vraiment pas mal avancé sur ce point. Je vais un tout petit peu plus insister, mais pas très très longuement, sur le volet diplomation et ingénierie. Donc la décision a été prise que au fur et à mesure des réingénieries
des restructurations de formation, on passerait systématiquement d'une diplomation santé à une diplomation universitaire quand elle n'était pas déjà universitaire, bien sûr. Donc, il y a déjà deux formations qui ne sont pas en volume très important, mais qui sont les techniciens de laboratoire médical et puis les préparateurs en pharmacie hospitalière qui sont en cours là, de restructuration. Et à la rentrée, les diplômes seront transformés et délivrés par l'université. Une formation à l'oreille quantitativement plus importante va avoir cette évolution. Vous le savez probablement, enfin, si vous ne le savez pas, je vous l'annonce, que la formation d'infirmier, le diplôme d'état d'infirmier, va être restructuré avec un objectif de démarrage de la nouvelle formation à la rentrée 2025. Et évidemment, la formation continuera à être faite dans les instituts de formation de sciences infirmières ou les IFSI, mais la diplomation ne sera plus l'adresse et sera faite par l'université. Ce changement de diplomation, ce n'est pas simplement un changement d'écriture, ça entraîne une conséquence vraiment importante. D'abord, l'université sera en position beaucoup plus forte, par exemple, pour mieux intégrer la formation universitaire dans l'ensemble des formations universitaires. Par exemple, mieux organiser les mutualisations, mieux organiser les passages et les passerelles, etc., puisqu'elle sera en charge de l'ensemble de la diplomation. Deuxièmement, des conséquences, par exemple, sur la VAE. La VAE ne sera plus gérée par le ministère de la Santé, mais par l'université. C'est important, etc., etc. Donc c'est vraiment une transformation importante. Le modèle, il a été décidé aussi d'unifier l'intitulé des diplômes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des diplômes d'État, mais il y a aussi des capacités. Il y a donc, quelquefois il y a des buts. Donc l'idée, c'est que tous les diplômes de santé soient des diplômes d'État donnant grade de licence ou master, évidemment selon le niveau, délivrés par le président de l'université. Donc, par exemple, l'orthophonie s'appellera diplôme d'État d'orthophonie, au lieu de s'appeler capacité, c'est pareil pour l'orthopsie. Donc, ça permettra d'identifier au sein de l'université il y aura une unité sur ces diplômes en santé. On va transformer le parcours de formation. Je vais en parler un tout petit peu après, donc j'en dirai pas maintenant. Et donc c'était sous-entendu, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça veut dire que les instituts n'intègrent pas l'université. Dans le cadre général, il n'y aura pas d'intégration, il n'y aura pas ce qu'on appelle l'intégration organique, et il y aura donc cette intégration pédagogique, y compris la diplomatie. Si sur des sites, l'ensemble des partenaires, c'est-à-dire l'université, le CHU, la région, sont d'accord pour une intégration organique, pour une intégration vraiment de l'institut au sein de l'université, ça sera possible. Et la réforme n'obligera pas les sites à aller vers cette évolution organique. C'est clair que pour les IFSI, par exemple, il y a 360 IFSI, l'intégration organique, c'est quand même c'est lourd, c'est compliqué. Alors, je regarde si je ne passe pas de nom, je ne vais pas demander, j'ai encore deux diapos ou trois. Donc, un tout petit mot, parce que là, on a travaillé pas mal sur le contenu pédagogique et qu'est-ce qui allait évoluer, qu'est-ce qu'on souhaitait qui évolue dans ce contenu pédagogique. Alors, en termes d'abord d'objectifs, on va repenser les formations. Alors, j'ai écrit en domaine de compétences, alors que on imaginerait plutôt bloc de compétences. Alors, il a été décidé entre les deux directions qu'on n'utiliserait pas la terminologie de bloc de compétences. Vous savez qu'elle a une définition donnée par donc France Compétences, et que c'est une association de compétences, un regroupement de compétences qui a un objectif d'aboutir à un exercice professionnel. Le bloc de compétences, ce n'est pas une association de compétences au hasard, c'est une association de compétences pour
définir, qui soit associé à un exercice. Et les deux directions, en particulier le ministère de la Santé, ne souhaitent pas qu'il puisse, et on est d'accord complètement, qu'il puisse y avoir une ambiguïté sur des exercices partiels des professions de santé qui sont évidemment réglementées. Et donc, pour éviter ce risque, et on en a le droit, France Compétences, pour les métiers réglementés, ne demande pas qu'on utilise le bloc de compétences, on a décidé d'utiliser systématiquement le domaine de compétences qui revient dans la pratique au même et qui n'a pas de risque d'exercice partiel de la profession. Alors pourquoi c'est important ces domaines? Parce que ça permet de mutualiser. On peut imaginer des domaines de compétences qui soient les mêmes d'une profession à l'autre. Ça permet donc de créer des partiels, des passerelles plus facilement, de faire des réorientations plus facilement, puisqu'on peut identifier des compétences, des domaines de compétences qui sont déjà acquis. La deuxième idée, et ça colle avec ce que je vous disais tout à l'heure, comme la diplomation sera universitaire, on aura plus de liberté et on voudrait que les textes réglementaires au niveau national, les arrêtés, les décrets qui régissent les formations, laissent plus de degrés de liberté à chacune des universités pour organiser la formation, et en particulier, par exemple, le moment où les UE sont réalisés, l'ordre dans lequel les UE sont réalisés, etc., serait beaucoup plus libre que ce n'est le cas aujourd'hui. Ce qui peut permettre des mutualisations, par exemple, vous savez qu'il y a eu des expérimentations dans un certain nombre d'universités depuis 2 ans maintenant, et ce qui a vraiment buté, des difficultés pour les sites qui se sont lancés dans ces expérimentations en faisant par exemple des doubles cursus, c'est qu'il y avait une telle rigidité dans l'écriture des formations professionnelles, celles qui aboutissent au diplôme d'État, par exemple d'infirmière, qu'on ne peut même pas changer l'ordre du nœud. Donc quand on veut mutualiser par exemple entre 2 formations, on se retrouvait avec des difficultés. Donc ce qu'on voudrait, c'est que, bien sûr, il y a le cadre national, il faut absolument qu'il y ait un niveau de compétence qui soit nationalement réglementé, et qu'ensuite il y ait plus de liberté au sein des établissements pour construire donc des formations qui peuvent à ce moment-là plus facilement se mutualiser, s'ouvrir. Et puis, il faudra réfléchir aussi à peut-être le développement de l'apprentissage dans les formations paramédicales, donc tenir compte de ce paramètre. Les stages, il y a une forte préoccupation sur les stages. Les stages sont en général peut-être pas suffisamment bien décrits, enfin bien pensés en termes de mécanismes d'agrément des stages, en termes de suivi et d'évaluation des compétences acquises en stage. Donc il y a un travail et on souhaiterait qu'il y ait des règles transversales qui s'appliquent à toutes les formations paramédicales. Et puis donc, ce qui concerne l'apprentissage, évidemment, ça implique des modifications dans le contenu même de la formation auquel il faut réfléchir. Bon, une préoccupation universitaire, vous le savez, c'est d'essayer de, entre guillemets, personnaliser les formations, c'est-à-dire de les adapter soit au site, c'est déjà au niveau national, faire que les sites, on vient de le dire, puissent avoir un certain degré d'autonomie en fonction de leur potentiel de formation, leur spécialisation, du potentiel de recherche qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc une personnalisation, mais aussi une personnalisation au niveau de chaque étudiant. Ça c'est plus difficile, ça demande des moyens, mais on sait que c'est une des préoccupations de l'enseignement supérieur et de notre ministère depuis plusieurs années. Il y a une réflexion sur la formation des formateurs. Je ne parle pas des enseignants-chercheurs, je parle des formateurs dans l'ensemble, ceux qui interviennent dans la formation paramédicale.
Et puis, si on veut que les stages marchent bien aussi, il y a bon, les maîtres de stage universitaires, le moniteur. Et puis, il y aura une grande question, c'est à partir du moment où la diplomation est universitaire, automatiquement, en quelque sorte, l'évaluation devra être faite par le HCRS. Alors, c'est déjà le cas pour les formations qui sont universitaires déjà, mais ça veut dire que, par exemple, pour la formation infirmière, il faudra imaginer comment le HCRS va évaluer la formation qui est faite à l'heure actuelle dans les 360 instituts de formation infirmiers, ce qui évidemment est un enjeu assez considérable, et ça sera vrai demain avec les autres instituts de formation parlementaire. Donc il y a un enjeu entre, à l'heure actuelle, vous le savez, dans les textes, c'est les ARS qui sont, je ne parle pas de formation universitaire, mais pour les formations qui ont une certification par les RETS, ce sont les ARS qui sont en charge de regarder si la formation est. Or, les ARS n'ont pas l'outil d'évaluation, donc il va falloir qu'on discute pour savoir avec les partenaires, mais aussi peut-être en termes de réflexion, on essaie d'avoir une proposition adaptée pour l'évaluation. C'est ma dernière diapo, c'était juste une reprise donc, sur les différents objectifs. Ce que je voulais juste dire sur cette dernière diapositive, c'est que c'est vraiment extrêmement important et on le sent, ces changements peuvent crisper les partenaires, et on l'a observé, et donc on insiste beaucoup sur le fait que toutes ces innovations, ces transformations, ces changements doivent être faits absolument en co-construction entre les partenaires. Il ne s'agit pas que l'université impose son modèle sans intégrer dans cette construction les instituts de formation et les hôpitaux. Mais inversement, il faut aussi qu'il y ait une écoute de la part des régions et des CHU et des écoles hospitalières, des universités, de la façon de fonctionner des universités. Donc c'est vraiment, et on insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment une co-construction qui est en route. Donc voilà, donc ça peut être un peu frustrant parce qu'on n'est pas encore arrivé à des recommandations sur l'ensemble des thématiques, mais disons que les choses avancent et avancent de façon assez satisfaisante. Un des points qui va se poser, et là vous ne trouvez pas l'arbitrage encore, c'est on s'est rendu compte au cours de ces réflexions qu'on avait en fait une accumulation de textes réglementaires depuis le début du processus, depuis 2004, des régions, des textes sur la participation des régions à la formation professionnelle en santé, une accumulation de textes, dont certains sont même orthogonaux. Vous trouvez des contradictions entre les textes, et on se demande si la solution hésite entre deux solutions, soit continuer à améliorer les textes et à les modifier au fur et à mesure que c'est nécessaire, ou bien vraiment repenser l'ensemble du système et d'avoir un texte qui mettrait à zéro le dispositif. Pour le moment, il n'y a pas d'arbitrage sur ce point. Donc voilà, présenté en quelques minutes donc cette mission, les travaux en cours et un peu les objectifs. Est-ce que peut-être on peut s'installer ici avec Baby, et si vous avez des questions qui peuvent concerner, il y a beaucoup de questions. Alors, Alexandre, qui a levé la main comme un seul homme en premier. Merci. Merci beaucoup, M. Perrault, Alexandre Chouki, de l'Université de Franche-Comté. Je voudrais poser une question. Déjà, je vous remercie pour votre présentation, pour les avancées qui sont à venir. La diplomation, par exemple, cette diplomation par l'université va vraiment nous permettre
de gagner en logique dans la relation des études de différentes sections qui me concernent, par exemple dans la 91e. En Franche-Comté, moi je voudrais vous poser une question sur les formateurs que vous avez évoqués à la fin de votre présentation et sur les difficultés que l'on rencontre parfois avec, bien sûr, nos universitarisations, mais aussi le statut qui manque aujourd'hui pour ces enseignants qui ne sont pas des enseignants-chercheurs. Je suis sûr que dans ce consortium, on va beaucoup parler du statut des enseignants-chercheurs, et sur ce statut des formateurs, je sais que Mme Vorona, qui est la présidente de l'université de Franche-Comté, travaille sur cette question. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de réponse sur ce que peuvent devenir nos enseignants non-chercheurs qui ont une place énormément importante dans la professionnalisation au sein de différents filières. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre commentaire et la question. C'est clair que même si on espère qu'il y aura une progression forte dans le nombre d'enseignants-chercheurs qui participent à la formation, il restera des formateurs professionnels en nombre important. Et donc, on ne peut pas faire une réforme de ce type sans faire des propositions sur l'évolution de leur statut, qui est quand même extrêmement fragile aujourd'hui. On le sait, toute une série de difficultés. Donc, en fait, c'est un des sujets forts qu'avait à traiter la mission IGAS et le GSR. Ils ont fait des propositions là-dessus. Mais le rapport n'est pas rendu public, donc je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Simplement que c'est vraiment pris en compte comme un point vraiment important et qu'on ne peut pas se contenter, même si c'est très important, mais on ne peut pas se contenter de traiter le statut des enseignants-chercheurs. Il faut absolument qu'on stabilise nos collègues qui participent fortement à la formation dans le sphère musicale. Donc, ma réponse est peut-être un peu décevante, mais vraiment, c'est pris en compte très fortement. Mathieu devant, et ensuite il y a des questions en ligne. Il y a des questions chat. Voilà. Bonjour, donc Mathieu Guéman, Université d'Orléans, centre de la loi. Ma question portait sur la diplomation, justement, donc c'est une super évolution que la diplomation puisse être délivrée par les universités. Et du coup, je me posais la question, pourquoi le choix a été fait de garder la mention diplôme d'état 2 et de ne pas avoir un diplôme justement universitaire de type licence ou master? Alors, on a, vous savez qu'en termes de reconnaissance au niveau européen, ce qui compte, c'est le grade universitaire. C'est pas le fait qu'on n'ait pas un diplôme national de licence ou master, puisque vous savez, au niveau européen, l'existence d'un diplôme national de licence ou master, c'est un peu une exception, une singularité française. Il y a les universités européennes délivrent des diplômes d'université, il n'y a pas de label de l'État. Je ne pense pas qu'on soit les seuls, mais on est un très rare pays à avoir un label national pour les diplômes universitaires. Donc d'abord, c'est le premier point. Ce qui compte au niveau européen, c'est le grade. Donc, pour obtenir le grade, par exemple, de licence, les outils support, c'est effectivement le diplôme national de licence, le diplôme national de licence professionnelle, un diplôme d'État, comme ça existe en médecine pharmacie, délivré par l'université donnant grade, et puis il peut y avoir des diplômes d'établissement donnant grade. Il faut à ce moment-là qu'il y ait un arrêté qui décide. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme possibilité pour... Il y a pas d'autre chose. Hein. Donc, je pense que la question, c'est pourquoi on n'utilise pas le diplôme national de licence ou le diplôme national de master. Je pense que c'était ça votre question. Alors, pourquoi on ne peut pas? Parce que pour les diplômes nationaux de licence ou de master, il n'y a pas de cadre national. C'est l'université qui prépare sa maquette, qui le soumet au ministère pour être accrédité. Et tous les 5 ans, il y a un examen, une évaluation par le HCRS. Et l'établissement est maître du contenu et il n'y a pas de cadrage national.
tout le monde, tous les partenaires ont l'air de considérer que pour les formations de santé qui sont réglementées, se passer d'un cadrage national serait extrêmement dangereux. En tout cas, on n'est pas mûr en France pour qu'il y ait par exemple un diplôme d'infirmier ou un diplôme d'orthophoniste de l'université, de Sorbonne Université, qui serait construit de façon indépendante du diplôme grenoblois. On a vraiment, pour les métiers réglementés, surtout en santé, donc le diplôme national de licence, le diplôme national de master ne pourrait pas être utilisé puisqu'il n'y a pas de cadrage national. Donc c'est la raison principale. Et qu'ensuite, il n'y avait pas, pour les licences professionnelles, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas de cadrage national possible. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée. Et ensuite, le diplôme d'État, c'était simplement pour homogénéiser, pour qu'il n'y ait pas des appellations soit un peu anciennes, on peut dire capacité. C'est un peu réducteur. Ouais. On est au moins capable. Et voilà, donc c'est déjà le cas puisqu'il y a les diplômes d'État de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, les infirmières de pratique avancée, BOD, etc. sont déjà des diplômes d'État universitaires. Donc on pensait que c'était l'outil le plus simple. Et ça n'enlève rien. Alors peut-être un commentaire. C'est la mention sur le diplôme. C'est par rapport à la mention du diplôme, ce que tu demandais, Mathieu, toi, ou pas? Juste le statut? Mais juste un point, parce que les étudiants sont extrêmement sensibles à ça, en particulier les étudiants infirmiers. Ils avaient une très forte appétence pour le diplôme national de licence, qui fait plaisir quand même quand on est étudiant universitaire, mais on a expliqué pourquoi. Et ils nous disent, mais ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des mauvaises, c'est moi qui ai l'adjectif, des habitudes dans les universités de peut-être pas considérer un diplôme de santé donnant grade comme vraiment ouvrant à la poursuite d'études. Alors, c'est vrai, on ne peut pas dire que ça soit faux, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les expérimentations, ont été mis en place des doubles cursus, qui existent d'ailleurs même hors expérimentation. En fait, c'est pour apporter à la fois des compétences plus universitaires, plus préparant à la poursuite d'études, mais aussi, il faut le dire, c'est aussi faire connaître aux responsables de master, aux responsables de l'école d'école, qu'il y a des formations professionnelles. Il peut y avoir, peut-être pas à Grenoble, parce que là vous êtes visiblement bien installé dans l'université, mais il y a des endroits où un directeur de master, un responsable de master ne va pas considérer un diplôme d'état d'infirmier comme vraiment pouvant un jour, alors que statutairement, il n'y a pas de problème. Il a le grade de licence, donc il peut rentrer en master. Donc, il faudra réfléchir dans le contenu des formations. On a un peu deux possibilités. Soit on rend les formations, en termes de réingénierie des formations, soit on rend le cursus suffisamment souple pour que les établissements puissent construire des doubles cursus permettant donc cette préparation à la poursuite d'études, évidemment pour des étudiants qui le souhaitent, ou bien il faut que le contenu pédagogique de la formation professionnelle, du diplôme d'État, soit suffisamment bien construit et pour qu'il y ait plus cette espèce de saut difficile pour la poursuite d'études. Je vais te poser une question en ligne avant de passer c'est un peu en lien, c'est sur le fait que du coup le diplôme d'État va donner grade de master pour ce qui concerne l'équipe. Est-ce qu'il est prévu une délivrance de diplôme de grade en fin de premier cycle pour permettre une réorientation? Alors, ça c'est une vraie question. On avait compris. Le diplôme, c'est en gros les diplômes intermédiaires. C'est la question des diplômes intermédiaires. Donc, en kiné, il y a des formations, peut-être les deux formations de master. Donc, il y en a une qui jusqu'à présent ne souhaitait pas de diplôme intermédiaire, et puis l'autre. Donc, nous, on est ouvert. Donc, s'il y a un diplôme en médecine, odonto, pharmacie, maïeutique, il y a des diplômes intermédiaires. Diplôme de formation générale pour la licence, diplôme de formation approfondie pour le système. Ces diplômes intermédiaires,
évidemment, ils sont faits pour donner à l'étudiant qui abandonnerait un cours d'études et qui souhaiterait se remonter un certain niveau de reconnaissance universitaire d'un niveau. Mais par contre, il n'ouvre pas un exercice professionnel quoi qu'il arrive. Donc, et la visualisation, la matérialisation de ce point-là, c'est qu'il n'y a pas de fiche RNCP pour les diplômes intermédiaires. On ne veut pas qu'il y ait de fiche. France Compétences est complètement d'accord. On est en train d'inscrire, par exemple, ça n'était pas pour le moment le diplôme d'état de médecine, de pharmacie, de moto, de faire des fiches RNCP. Ces fiches vont reprendre le cursus, mais il n'y aura pas de... Donc, autant que de besoin, et si les professions qui ont une formation en 2 cycles le souhaitent, on est d'accord pour qu'il y ait un diplôme intermédiaire qui permet à l'étudiant quand même d'engranger un diplôme, donc une reconnaissance d'un certain niveau universitaire qui peut lui permettre de se réorienter plus facilement que s'il n'a que des UE. Voilà. Donc on a une position ouverte là-dessus. Donc on en a discuté justement avec les orthophonistes. Bon, alors personnellement, je trouve que c'est pas mal d'avoir un diplôme intermédiaire pour les étudiants qui arrêtent en cours. Et de toute manière, toutes les protections seront prises pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'université. Sauf s'il y a des professions qui souhaiteraient un exercice de niveau. Et ça, c'est autre chose. C'est vraiment, c'est pas la formation, c'est l'exercice. C'est pas la même question. Céline. Bonjour, Céline Bonneau, APHP et Université Versailles-Saclay, non titulaire sur un poste un peu paumé pour reprendre l'expression Kelly, avec des activités du coup de recherche, d'enseignement et clinique. Je voudrais juste revenir sur le volet encadrement et recherche que vous avez évoqué, avec un exercice clinique mais non hospitalier. Est-ce que vous pourriez repréciser un petit peu les propos? Oui, c'est simple. Le statut d'hospitalier universitaire implique que la partie soins est hospitalière. Pour les professions paramédicales, comme d'ailleurs pour les médecins généralistes, ce n'est pas le bon statut, puisque par exemple les médecins généralistes n'exercent pas à l'hôpital. Pour les médecins généralistes, maintenant un certain nombre d'années, je me souviens plus exactement combien, a été créé un nouveau statut dans lequel il y a une double appartenance, mais la partie soins n'est pas hospitalière. Les médecins, les professeurs de médecine générale ont une mission d'enseignement et de recherche, ils ont aussi une mission de soins, mais ils font dans leur cabinet de libération. Donc on souhaite que ce soit ce statut-là qui soit proposé aux enseignants-chercheurs de formation paramédicale. Est-ce que c'est donc c'est ça, du coup, c'est excluant une activité très consciente de la rééducation, on est plus impliqué en hospitalier que ce que sont les médecins généralistes, en fait, c'est pas le même contexte. Ça serait pas l'idée, ça ne serait pas d'exclure justement l'exercice hospitalier, ça serait d'élargir la palette possible. Et ça, c'est là pour prendre des points techniques qui ont été étudiés par la mission IGSR. Donc, je ne sais pas quels sont les. Non, parce qu'en plus, les arbitrages n'ont pas été faits, donc ce serait. Mais simplement, ce que je peux vous assurer, c'est que la préoccupation, ça a été celle-là. C'est-à-dire que la partie soins, c'est-à-dire c'est qu'un enseignant-chercheur ait dans son statut une activité de soins, et que cette activité de soins soit beaucoup plus ouverte qu'une activité hospitalière. C'est ça qui a été la feuille de route, en quelque sorte, ce qui a été demandé à la mission, et elle a proposé évidemment des solutions techniques sur lesquelles donc, il ne faut pas m'interroger. Merci. Du coup, je me fais le relais de questions au pays, mais qui est toujours dans le domaine de la vie appartenance. C'est la première. Comment est pris en compte, du coup, l'activité clinique dans l'évaluation éventuellement des dossiers, puisque on est tous très forts, mais c'est dur de tout faire. Donc la question, c'est comment ça varie. Et puis une deuxième question qui m'a été relayée tout à l'heure, c'est qu'on voit qu'on n'a pas atteint un certain seuil critique pour la section.
Quel est ce seuil? On ne le connaît pas. Alors le seuil, on ne le connaît pas. Ça, je ne le connais pas, mais en tout cas, on nous a clairement dit qu'on était encore en effectif restreint. Ça date, on était environ 30 quand on a donné cette réponse-là, on est 43 à ce jour. J'espère que 4 années d'existence, on commence à marquer des points aussi au niveau de ces contingents, en sachant que, j'ai répondu à Noémie tout à l'heure qui me posait la question quand je me suis rassis, c'est que la partie locale est super importante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'au niveau national ça a été refusé qu'en local, ils ne l'attendent pas. Si je parle de l'avancement en classe sup ou en échelon supérieur. Et inversement d'ailleurs, voilà. Donc c'est vraiment le local qui prime surtout. Et la deuxième question, c'était, on compte la partie, elle est très importante, et elle est très importante dans tous les dossiers, puisque si vous regardez les modèles qui ne sont pas ceux que la section CNU a créés, mais qui sont imposés, hein, lorsque vous avez à déposer un dossier, vous avez directement le modèle à suivre. Pour l'avancement, la partie clinique est hyper importante, par exemple. Et évidemment, enfin, je sais pas, moi je me sens clinicienne avant d'être enseignant-chercheur, je suis désolée, mais j'ai toujours été clinicienne et j'ai besoin de m'alimenter. Je suis contente d'être enseignant-chercheur. La clinique, c'est un peu ma récréation, parce que les étudiants, c'est bien, mais avoir la clinique pour enrichir sa pratique, c'est encore mieux. Donc la partie clinique est importante dans les dossiers. Et y compris sur la RIPE2 en plus. Juste ajouter à ce que vous dit, c'est que c'est une question qui se pose depuis longtemps à l'ICU Santé. Donc, quelle part donner à la partie soins par rapport à la partie plus universitaire? Et les réponses, je pense, dépendent beaucoup des CNU. Je pense qu'il n'y a pas de réponse homogène à cette question qui se pose pour les enseignants-chercheurs de médecine depuis très longtemps. Après, la particularité d'être en santé et mono-appartenant, c'est très dépendant du local, le modèle qu'ils veulent mettre en place en termes d'activité clinique. On fait. C'est vrai, mais tout est discuté, tout est discutable. C'est-à-dire que une grosse partie, et ce qui est central, c'est le service fait. On est enseignant-chercheur, on a 192 heures d'enseignement à faire. Il y a des décharges qui sont accordées en fonction de certaines activités annexes de direction de ci, de là. Donc il y a ces éléments qui sont pris en compte, mais le service fait, puisqu'on vous demande votre service fait dans vos dossiers, avec la justificative, la signature généralement de votre supérieur, donc le doyen, est une base essentielle. Donc ça, c'est déjà aussi un élément à ne pas oublier. Merci Peggy, qui est donc la reine des transitions, puisque tout est discuté et tout est discutable. Donc allons ensemble. On va faire une petite pause avant que la pause se fasse. Pour les ateliers, on va décaler un peu par rapport au programme. On va reprendre les ateliers à 15h, comme ça on a le temps de souffler. Il y a le café qui va arriver, qui va être juste là. Pour les ateliers, l'atelier de l'après-midi, ce sera quel statut pour les candidats en recherche. Et vous allez voir sur vos badges, vous avez quelques icônes. Vos badges, du coup, des icônes qui vous permettent de vous répartir dans les différentes salles des ateliers. Vous avez donc l'icône cerveau pour la salle 02, qui sont avec Mathieu et Amélie. Vous avez l'icône poumon dans la salle 03 avec Nicolas et Julien. Et le muscle dans la salle 09 avec Alex et Thomas. Et donc, je vous souhaite bon atelier et bonne pause.